bonjour et merci de nous rejoindre sur i24 News. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures d'actualité. Donc voici tout de suite le programme. 8500 militaires, 4000 gendarmes. Le niveau de sécurité est élevé à son maximum en France, notamment pour renforcer la sécurité des lieux cultuels. Et après, comment la France se réveille de cette semaine noire? Avec quelle résolution? Avec quelles mesures pour lutter plus efficacement contre le terrorisme islamiste? On tente de faire le point avec notre spécialiste. Après le temps du deuil viendra le temps de l'action. Donc comment expliquer la menace du terrorisme à des enfants en France? Quel travail de deuil pour les familles des victimes? Le docteur Ziva Braha, psychiatre, nous donnera quelques clés pour appréhender de loin ou de plus près ces traumatismes. Netanyahou sort-il renforcé de ce voyage à Paris? A-t-il gagné des points tant sur la scène internationale que d'un point de vue local, avec une communauté d'intérêt renouvelée entre la France et Israël? On en parle avec Dror Even Sapir. Voilà donc pour l'essentiel des titres que nous développerons au cours de cette édition avec nos invités. Avec nous sur ce plateau, Jacques Neria. Bonjour Jacques, merci de nous avoir rejoints ce matin. Vous êtes ancien officier des renseignements militaires israéliens. On reparlera donc du travail, finalement les 12 travaux d'Hercule qui attendent la France dans les jours à venir. Dror Even Sapir, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va voir ensemble ce que dit la presse israélienne ce matin. Et sans surprise, ce sont bien évidemment les obsèques de Yohan Cohen, Yoav Attab, Philippe Braham et Michel Saada qui occupent les journaux et les unes des journaux israéliens ce matin. Effectivement, c'est le cas tout d'abord du Maariv, le Maariv que voici avec ce titre en hébreu Darkam Achronat, qui signifie leur dernier parcours, mais en fait c'est la traduction littérale d'une expression hébraïque que l'on emploie dans ce genre de situation, avec cette photo terrible du cimetière de Givat Shaul à Jérusalem où seront enterrés tout à l'heure à midi Yoav Attab, François-Michel Saada, Yohan Cohen et Philippe Braham. Obsèques aujourd'hui des 4 victimes de l'attentat de la porte de Vincennes, et le Maariv nous précise que plusieurs centaines de milliers de personnes pourraient y assister. Les familles endeuillées, nous dit encore le Maariv, observeront la Shiva, la première semaine de deuil dans le judaïsme, dans un hôtel de Jérusalem. Et puis le Israël Hayom, le quotidien pro-gouvernemental, consacre lui aussi son plus grand titre aux funérailles des 4 victimes. Voilà, vous le voyez à l'écran, avec une photo très poignante, vous le comprenez, et ce titre « Obsèques en Israël ». Le quotidien rapporte que la cérémonie se tiendra en présence du président de l'État, Reuven Rivlin, du Premier ministre Benjamin Netanyahou et de la ministre française Ségolène Royal. Le Israël Hayom précise par ailleurs, toujours toujours dans sa première page, que 5000 soldats, un nombre record, nous dit le journal, seront déployés pour assurer la protection des institutions juives à travers la France. Selon les estimations, 6 membres de la cellule terroriste sont encore en liberté. Et c'est à cet aspect précis, Nathalie, qui est consacré le plus grand titre aujourd'hui du Haaretz, que voici. La France, et je pense que c'est un sujet que vous allez aborder tout à l'heure avec Jacques Neria, la France tranchera sur la question d'une éventuelle aggravation de la législation antiterroriste. 5000 policiers, ici ce sont des policiers, d'après le Haaretz, donc 5000 policiers assureront la sécurité des institutions juives. Le Haaretz, qui, vous le voyez, publie en médaillon, ici, la première page, la une du numéro de Charlie Hebdo qui sera publié demain. Tout est pardonné, avec un Mahomet qui brandit la pancarte « Je suis Charlie », la une du Charlie Hebdo qui est reproduite donc par le Haaretz, et également, vous le voyez ici, par le Yediot Achronot, ici en médaillon de première page. Aux côtés de la reproduction de la une, cette photo, vous le voyez, certains des clients de l'hypercacher qui étaient cachés pendant la prise d'otage dans l'une des chambres froides du magasin. La terreur dans la chambre froide, c'est le titre qui illustre cette photo de Nathalie. Et la presse israélienne qui s'interroge aujourd'hui encore sur le sort des Juifs de France. Évidemment, et c'est à la une du supplément magazine du Maariv. Le dossier est illustré par cette photo. Vous le voyez, où on voit un manifestant qui brandit cette pancarte hyper fier d'être juif au lendemain donc de l'attentat de la porte de Vincennes. Le Maariv se pose la question suivante: l'offensive terroriste en France va-t-elle inciter les Juifs d'Europe à immigrer en Israël en grande quantité, ou choisiront-ils au contraire de rester sur place et de faire profil bas?
réponse à cette question dans le dossier du jour du supplément du Maariv. Donc, et puis, Nathalie, l'éditorial du Haaretz se penche lui aussi sur ce thème avec, vous allez le constater, et ce n'est pas une surprise de la part de ce journal, une critique très vive à l'encontre de Benjamin Netanyahou et des ministres israéliens qui se sont rendus à Paris. Israël, écrit l'éditorialiste du Haaretz, doit rester disposé à intégrer les juifs du monde entier qui veulent y immigrer, qui veulent s'y installer, mais il doit également accepter le fait qu'il s'agit de leur propre choix. Et Israël doit tâcher, continue le Haaretz, de ne pas établir ce qui serait considéré comme un statut de double fidélité, de double allégeance. Les juifs sont des citoyens des différents pays dans lesquels ils vivent, et à ce titre, ils ont droit à ce que leur vie soit protégée, comme devaient l'exiger les victimes des autres attentats terroristes commis ces dernières années un peu partout dans le monde occidental. C'est la signification, continue l'éditorialiste, d'une citoyenneté égalitaire, et c'est, semble-t-il, ce que Netanyahou et une partie de ses ministres de droite n'ont pas compris lorsqu'ils ont vu dans les attentats de Paris, je cite toujours le Haaretz, et c'est très dur, vous allez voir, l'occasion de promouvoir leur campagne électorale aux dépens des relations entre juifs français et français non-juifs. Nathalie, vous le voyez, une critique très acerbe ce matin dans le Haaretz et qui fera sans doute polémique. Et on en reparlera. Il est clair qu'il ne fallait pas 4 représentants d'Israël pour être dans la célèbre marche. Il ne fallait pas le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Naftali Bennett et encore Ishaï, donc c'est 700 000... qui ne représentait pas le gouvernement. Tout à fait. 700 000 shekels ont été dépensés, alors que ces 700 000 shekels auraient pu, fournir beaucoup de chaleur pour les émigrés qui sont dans certains centres où ils sont tout simplement démunis de toutes sortes. 700 000 shekels aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent en Israël. On en reparlera. On en reparlera en deuxième partie d'édition, savoir si finalement il y a eu une reprise politique, même si c'est pas forcément beau à dire dans ces heures sombres de l'histoire et du peuple juif et de la France. Mais en tout cas, on se posera la question. Alors on l'a vu, le Haaretz qui s'en prend de façon assez virulente à Benjamin Netanyahou, Israël Hayom, et une fois de plus, c'est pas forcément surprenant qu'il défend. Non, c'est pas du tout surprenant, mais évidemment, Israël Hayom, on sait, et c'est un quotidien tout à fait favorable à Benjamin Netanyahou. Il a été fondé pour cette seule et unique raison. Un quotidien gratuit, je vous le rappelle. Donc, le Israël Hayom avec l'éditorial de Chaim Schein en première page, dont les premières lignes sont en première page, voilà, vous le voyez, dans le Israël Hayom. Donc, Chaim Schein qui prend la défense de Benjamin Netanyahou. Les médias et la visite du Premier ministre à Paris, une couverture médiatique haineuse, intentionnellement haineuse, nous dit Chaim Schein, avec une haine sans limite et une méchanceté intentionnelle. Les médias en Israël se sont enrôlés dans la campagne du tout sauf Bibi. La couverture de la visite à Paris du Premier ministre reflète l'ampleur de l'hostilité à son égard et à l'égard de l'État qu'il représente, l'État d'Israël. Donc Chaim Schein qui accuse la presse israélienne d'être anti-israélienne en quelque sorte, mis à part bien évidemment le journal dans lequel il écrit. L'important est de critiquer et de diffamer, continue Chaim Schein. La presse qui pendant 24 heures a diffusé des informations inexactes ne s'est bien évidemment pas excusée. Et là, Nathalie, c'est une référence à ce que la seconde chaîne de télévision hier et le journal Haaretz hier révélaient en fait une information qui bien évidemment a été démentie par des sources officielles, à savoir cette espèce de confusion et le fait que originellement, Benjamin Netanyahou ni même Mahmoud Abbas n'étaient pas invités par les autorités françaises. Les autorités françaises, pour des raisons sur lesquelles on va revenir tout à l'heure, auraient fait comprendre à Benjamin Netanyahou, à Mahmoud Abbas, que leur présence n'était pas souhaitable à Paris, étant donné qu'elle risquait de porter atteinte au message unitaire de lutte contre le terrorisme, alors que le conflit israélo-palestinien ne devait pas s'inviter dans ce grand rassemblement unitaire. Ça aurait craigné, en tout cas, c'est ce que craignaient en tout cas les autorités françaises, ça aurait risqué de faire dévier et de rendre un petit peu plus confus le message unitaire. Le débat. Autre sujet. Et juste, je finis pour une illustration quand même d'une partie de l'hostilité de la presse israélienne envers Benjamin Netanyahou. On sait à quel point le Israël Hayom est proche de Benjamin Netanyahou et on sait à quel point un autre journal, le Yedot Ahronot, est hostile, lui, au Premier ministre israélien. Et là, je montre à l'écran cette série de photos. On voit assez bien, la manière dont Benjamin Netanyahou est passé du deuxième rang. C'est faufilé. Est passé du deuxième la deuxième rangée à la première rangée. Au premier rang. Alors, certains peuvent considérer que c'est tout à fait légitime, étant donné qu'il est le Premier ministre de l'État d'Israël et que des Juifs que la communauté juive de France a été une fois de plus meurtrie d'une aussi tragique façon. On voit très clairement que Benjamin Netanyahou s'est frayé une place
au premier rang des chefs d'État et de gouvernement étrangers, aux côtés également de François Hollande. Mahmoud Abbas d'ailleurs n'était pas très loin, lui aussi il était au premier rang. Aussi. De la manière dont c'est présenté par le Yedot Achronot, c'est bien évidemment une manière de se moquer un petit peu du Premier ministre israélien, le Yedot qui est aussi hostile au Premier ministre que le Israël Hayom lui est favorable, et ça c'est pas nouveau. Merci Dror. On reviendra plus en détail sur tous ces points en deuxième partie d'édition. Jacques, je voulais qu'on se concentre alors sur cet aspect sécuritaire. Certes, c'est un élément, mais sur cette question, est-ce qu'Israël a un rôle à jouer dans la protection des Juifs de diaspora ? Écoutez, Israël a toujours eu un rôle dans la protection des Juifs et en étant un foyer pour les Juifs, un refuge pour les Juifs du monde entier. Celui qui se sent en danger peut naturellement, automatiquement arriver en Israël. Et de ce fait-là, Israël joue un rôle prédominant. Et si Israël avait existé durant la Deuxième Guerre mondiale, je pense que les 6 millions de Juifs auraient peut-être été épargnés. Donc c'est déjà quelque chose de fondamental. De notre côté, je dirais, il y a des relations spéciales entre Israël et les différents services en Europe, et certainement concernant la protection des communautés juives un peu partout. Et il y a toujours une crainte de report du conflit. Vous qui étiez en place en France à ce moment, au moment de la deuxième intifada, comment ça se concrétise ? J'étais plus particulièrement en France quand il y a eu l'attentat contre Abu Djihad en Tunisie, et je vous assure, pendant les 2 années que j'ai vécu là-bas, c'était chaque jour pour vérifier le dessous de la voiture, si jamais on n'avait pas piégé la voiture, la maison et tout ça. C'est pas facile à vivre. C'est pas facile à vivre. Et je ne plains pas les Juifs qui sont là-bas, qui sont aujourd'hui, je dirais, agressés par les musulmans. Je ne vois pas comment est-ce que des jeunes élèves juifs n'arrivent pas à être dans des écoles, je dirais, étatiques en France, parce qu'il y a un antisémitisme virulent sur place. Ils doivent aller étudier dans des écoles uniquement juives. Alors, pour revenir, je dirais, le renseignement est fondamental ici. Donc, il y a un échange de renseignements entre Israël et les services. Alors, très concrètement, on a entendu Manuel Valls le dire également, renforcement des services de renseignement. Qu'est-ce que ça va vouloir dire ? Ça veut dire tout simplement essayer de noyauter les cellules djihadistes, c'est par des sources humaines, essayer de suivre les cellules et les réseaux djihadistes qui sont des deux bords de la Méditerranée et aussi du côté du Moyen-Orient, par les moyens électroniques, par les moyens d'écoute électronique, les moyens optiques, toutes sortes de moyens, une technologie aujourd'hui très poussée pour suivre. D'ailleurs, je rappelle que Sarkozy à l'époque avait permis de suivre les emails, donc les mails sont contrôlés, les conversations aussi. Alors justement, à ce propos, on sait qu'il y a eu une espèce de volte-face, un retournement de situation, puisque la France et l'Allemagne, notamment pour ne citer qu'en Europe, qui s'étaient tournés à l'époque vers les États-Unis en disant « vous arrêtez vos écoutes sur nos citoyens, sur les citoyens de notre territoire ». Mais ça, c'est pour les Américains contre les Français, mais ça, c'est les Français sur les Français. Donc, quand il y a une raison d'État... la CIA à l'aide. Quand il y a une raison d'État, et la raison d'État ici est tout simplement savoir bloquer, je dirais, tous les efforts des cellules. Vous les entendez chaque jour. Les déclarations, vous allez marcher dans des bains de sang, vous allez voir votre tripes exposées, vous allez être victime dans les métros, dans les bus, dans les trains, dans les aéroports. Nous vous poursuivons un peu partout. Donc tout cela, je dirais, ne fait que réveiller, je dirais, l'instinct de survie de l'État. Je dois me protéger, la démocratie doit se protéger, donc on doit employer les grands moyens pour essayer d'enrayer cette maladie. Et se protéger aussi contre ceux qui nous paraissent inoffensifs. Hier, on était en ligne avec Thierry, qui a grandi avec Farid Benyetou, celui qui a finalement orchestré le départ en Irak. Le célèbre gourou, là. Exactement. Voilà. Et il disait, finalement, c'était un mec ordinaire, c'était un mec comme tous les autres. Écoutez, je vous rappelle que la France a été choquée en août 2014, il y a eu un sondage sur 1006 personnes qui a été, on leur avait posé la question concernant l'État islamique, ils étaient favorables ou pas. Sur les 1006 qui avaient été sondés, 16% étaient favorables. 16%. Alors imaginez-vous, sur 6 600 000, 16%, c'est énorme. Est-ce qu'on est vraiment sûr de la... il y a, selon les services français... De la véracité de ce sondage et surtout de l'efficacité des méthodes de l'Institut qui s'est livré à cette enquête. Selon les services français, des sources dans les services français, il y a plus de 125 000 militants islamiques qui sont en France. Militants. Donc des gens qui sont des sympathisants et un peu plus. Parce que 16% de la population française qui serait sympathie, qui 16%, aurait des sympathies pour l'État islamique. 16% de la population musulmane.
Ah, 16% de la population musulmane, non pas de la population française. Donc c'est tout à fait autre chose. Il faut manier les chiffres et les informations. Tout à fait, avec beaucoup de précautions. Mais c'est quand même un chiffre. Ce qui est certain, c'est qu'il y a plus de 100 000 militants islamiques qui sont sur place. Donc c'est un chiffre énorme. Mais pour les services de renseignement, c'est très dur de suivre. Et lutter contre cet embrigadement, c'est donc le défi pour l'État français. Nous sommes en ligne à présent avec Pierre Martinet. Vous êtes ancien officier du service d'action de la DGSE. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Alors, qu'est-ce qui manque au renseignement français pour être plus efficace? Qu'est-ce qui manque? Il manque beaucoup de choses. La première chose qui manque, c'est une volonté politique. La volonté politique est essentielle quand on est au service de l'État, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons les services que nous méritons, nous avons la police et l'armée que nous méritons, et il faut leur donner une fois pour toutes un peu plus de moyens. Alors j'entends beaucoup de choses depuis mercredi, il faut leur donner déjà, il faut essayer de trouver un Patriot Act à la française, il faut aussi réveiller les consciences, parce que lutter contre le terrorisme islamiste, c'est l'affaire de chaque Français. De chaque Français, ça veut dire que chaque Français doit être impliqué dans cette lutte. Il suffit d'ouvrir les yeux parfois et de voir peut-être un Koulibaly préparer quelque chose, si on est son voisin. Alors, vous parlez de volonté politique, Pierre Martinet, de moyens financiers, d'une législation qui serait plus aidante finalement. On a l'impression que c'est un peu les 12 travaux d'Hercule. Est-ce que c'est réaliste? Écoutez, moi j'ai été au service Action et j'ai travaillé essentiellement sur les groupes islamistes. Parfois, tout était prêt pour neutraliser et rarement le feu vert était donné parce que le politique français est très frileux. Le politique français, jusqu'à aujourd'hui, disait jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. La semaine dernière, nous avons un petit peu impacté la planète. Mais pour moi, ce n'est pas du tout terminé parce que... Il y a eu un éveil, selon vous, ça va changer quelque chose justement chez ces politiques qui doivent prendre les décisions, légaliser notamment ces opérations spéciales et autres? Alors, le grand changement, c'est que le Premier ministre, enfin moi depuis pas mal d'années, je dis que nous sommes en guerre, que ces groupes ont déclaré la guerre à l'Occident et en particulier à la France. On me disait non, il ne faut pas dire ça, il faut effrayer, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas faire d'amalgame. Ça, c'est la grande spécialité de la France, pas d'amalgame, il ne faut pas stigmatiser. Sauf que hier, le Premier ministre l'a enfin reconnu et a enfin nommé l'ennemi. On ne peut pas combattre un ennemi si on ne le nomme pas. Terroriste, ça ne veut rien dire. Ce sont des terroristes islamistes qui commettent des attaques clandestines, on va dire, parce qu'ils ont préparé leurs attaques clandestinement et ils nous ont attaqué. Le grand changement aussi, c'est que ces 3 personnes étaient habillées comme des militaires, ils étaient en noir, ils étaient équipés, ils savaient servir de leurs armes, c'était une vraie attaque. Les opérations spéciales, on en parlait, le système d'écoute également. Alors ça va demander une volonté politique, comme vous le disiez, pour légaliser et légiférer sur toutes ces nouvelles mesures qui sont à prendre. Mais concrètement, pourquoi est-ce qu'il faudrait légaliser les opérations spéciales à présent? Est-ce que c'est les terroristes qui sont devenus plus méfiants, qui se sont développés eux aussi? Mais légaliser, ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai lu l'article de Scortini. Ça veut rien dire légaliser, parce qu'il n'y a rien d'illégal dans les opérations spéciales. Aucune opération spéciale n'est faite à l'initiative des militaires. Tout est légalisé. Même les opérations clandestines du service action de la DGSE ou de la DGSE, elles sont légalisées, puisque nous sommes aux ordres du politique. Donc encore une fois, aujourd'hui, la semaine dernière, c'était une terrible émotion. Sauf qu'en France, ça va retomber vite fait et on va repasser à autre chose. Et puis demain, s'il y a des militaires français qui sont tués au combat contre ces groupes islamistes au Mali ou ailleurs, il n'y aura personne pour venir rendre hommage aux personnes décédées sur le pont Alexandre III. Donc c'est ça un peu qui est gênant dans ce pays, parce que c'est la crainte que ça retombe finalement comme un soufflet. On n'a pas conscience de ce qui se passe. On a besoin aujourd'hui de mesures vraiment à part, parce que ce combat-là est vraiment à part. Donc il faut vraiment changer les lois pour que la DGSI et la DGSE puissent travailler encore plus. Merci beaucoup. Merci Pierre Martinet pour ces explications, pour cette analyse. Merci à vous.
Alors vous l'entendiez, à l'étranger aussi, hein, on tire les leçons de ce qui s'est passé en France après la manifestation monstre de Paris et de la province dimanche. Et face à la menace de nouveaux attentats, les dirigeants français et européens examinent en ce moment même tous les moyens pour renforcer la sécurité. Regardez. Après le choc, l'heure est à la réflexion pour le gouvernement. L'exécutif mise sur plusieurs pistes pour renforcer sa lutte contre le terrorisme. Premier volet, la prison. Manuel Valls réfléchirait à la possibilité d'isoler les détenus déjà radicalisés, une mesure testée depuis plusieurs mois à la prison de Fresnes. Objectif, juguler la contagion. Mais la ministre de la Justice, Christiane Taubira, s'était déjà dite réservée sur le sujet. Deuxième axe de travail, l'amélioration du renseignement. Le Premier ministre a promis davantage de moyens humains. Il faut sans doute être plus performant, a-t-il dit. Une nouvelle loi est d'ailleurs en préparation. Manuel Valls espère qu'elle pourra être présentée au Parlement dans 3 ou 4 mois. L'idée d'un Patriot Act à la française avait également été soulevée. L'ex-ministre UMP Valérie Pécresse avait souhaité mettre en œuvre des mesures d'exception, comme celles appliquées aux États-Unis après le 11 septembre. Mais le Premier ministre s'est montré réticent à cette idée. Enfin, Manuel Valls a défini une priorité, travailler sur Internet. Le but étant d'éviter que les jeunes soient tentés par un départ en Irak ou en Syrie. Pour l'instant, des mesures concrètes ont déjà été mises en place. Nous avons décidé avec le chef d'état-major des armées de mobiliser 10 000 hommes qui seront en situation de protection des points sensibles sur l'ensemble du territoire jusqu'à dès demain soir. Et la mobilisation a commencé ce matin et se poursuivra grâce à une très grande réactivité de nos forces et un grand professionnalisme, ce qui permettra de contribuer à la sécurité de notre pays. Mais pour Nicolas Sarkozy, président de l'UMP, c'est en priorité la question de l'immigration qui mérite d'être soulevée. L'immigration n'est pas liée au terrorisme, comprenez-moi, mais complique les choses. Pourquoi ? Parce que cette immigration qu'on a tant de mal à juguler crée la difficulté de l'intégration. La difficulté de l'intégration crée le communautarisme. Et à l'intérieur du communautarisme peuvent se glisser des individus comme ceux que nous avons vus. Le ton était ferme aujourd'hui du côté de l'exécutif. Une fermeté ressentie également du côté de la justice. Dès le lendemain de sa publication sur Facebook, Je me sens Charlie Koulibaly, le polémiste Dieudonné fait l'objet d'une enquête pour apologie du terrorisme. Alors voilà, apologie du terrorisme. On a l'honneur de vous recevoir en plateau, Dov Maimon. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur, vous avez beaucoup travaillé sur l'avenir des Juifs en Europe et vous êtes également auteur du plan gouvernemental en Israël, donc sur l'alia des Juifs de France. Ce dialogue interreligieux, il risque d'être écorché. Disons qu'il faut mieux comprendre où se place l'islam aujourd'hui dans le dialogue interreligieux. En fait, toutes les religions portent un lourd potentiel d'intolérance, les monothéismes en tout cas. Maintenant, le judaïsme a 3 millions de bouteilles, ça veut dire qu'il a déjà passé pas mal de temps, notamment en tant que minorité. Il s'est adapté à la démocratie, au libéralisme, aux valeurs modernes. C'est quelque chose qui n'a pas été fait par l'islam. Le christianisme, de son côté, est aussi une religion totalisante. Pour le judaïsme, pour le christianisme également. Absolument. Ça a entre la loi du talion de la Bible et aujourd'hui, le judaïsme qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de ressemblances entre... Et donc on se retrouve dans le même schéma avec l'islam aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'islam est beaucoup plus jeune. Il a seulement 700 ans, donc c'est un peu plus jeune. Il est en pleine crise d'adolescence, si on veut le dire très vite. Le christianisme a trouvé sa solution en séparant l'Église et l'État. Donc on n'est plus totalisant, c'est une affaire privée. Pour ce qui est de l'islam, c'est encore totalisant. Ça veut dire qu'il a quelque chose à dire au niveau politique, au niveau social, au niveau économique. Et donc c'est une religion qui aspire à prendre tout l'espace. C'est 1500 ans, l'islam. Vous avez tout à fait raison. 1500 ans. C'est un peu plus vieux que 700. Voilà, 1500 ans absolument. Donc depuis 732, vous avez tout à fait raison. 632. Voilà, 632. Voilà. Donc pour le temps où on voit, en tout cas, le blocage de l'islam date déjà de 1500 ans. Et aujourd'hui, on a une situation où, quelque part, l'islam est en plein repli identitaire, crispation. Or, la religion est un refuge privilégié pour les psychorigides. Tous les rabbins, les curés, les imams le savent. Donc on est en situation où l'islam n'est pas en ce moment dans l'écoute. N'est pas prêt à écouter. Il a une profonde blessure narcissique.
à cause du retrait de la colonisation, d'un sentiment profond qui est très difficile, un problème de virilité ardente qui a besoin de s'exprimer. Tout ça fait que l'islam, en ce moment, est dans la dimension politique de l'islam passe avant la dimension religieuse ou spirituelle. Alors, est-ce que les autres religions ou est-ce que les pouvoirs politiques, justement, peuvent influencer cette fin d'adolescence difficile, finalement, pour l'islam? Est-ce qu'il y a un rôle à jouer ou est-ce que ça doit se faire à l'intérieur même de l'islam? Il faut rajouter à ce que je viens de dire, et peut-être que ça va répondre un peu, maintenant les gens qui ont tendance à un islam radical et politique, ont le vent en poupe avec ce qui se passe avec Daesh et le succès de Daesh en Irak et en Syrie. Ils ont le vent en poupe avec l'influence notamment du Qatar et de l'Arabie Saoudite en Europe, fait que ces gens-là n'ont pas, pour l'instant ils se disent au contraire, ils sont dans un clash de civilisation, et ils ont peut-être même pour 40% d'entre eux, en tout cas d'après les études qui ont été faites par les centres WZB de Berlin et d'autres études Fondapol, 40% souhaiteraient même la charia à la place de la démocratie. Donc on n'est pas en situation où on a l'impression que l'islam va plutôt vers l'écoute et vers le changement d'une maturité pour l'instant. Alors comment renouveler ce dialogue ? Le dialogue est possible, mais il faut changer les structures. Il faut changer les structures, ça veut dire qu'il faut quelque chose qui doit se passer en interne de l'islam. Ça ne pourra pas être changé par les gens de l'extérieur. C'est une chose qui doit se prendre en interne. Il faut recréer. Le judaïsme n'a pas fait le deuil de la subjectivité. Or, l'islam fait le deuil de la subjectivité comme principe. Quand on s'appelle soumission, on veut bien dire que c'est d'abord, on donne la place à Dieu, on ne donne pas la place à l'homme. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, une forme d'instance des imams qui pourrait ressembler à la conférence des évêques de France, par exemple, et qui régulerait un petit peu toutes les hautes instances dans l'islam? Ce n'est pas simplement quelque chose qui se passe uniquement en France. Il s'agit de voir une vision globale en ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe dans d'autres régions. Pour l'instant, l'islam a un sentiment qu'ils vont gagner la bataille par rapport à l'Occident. Ils ont l'impression qu'eux détiennent la vérité face au relativisme moral de l'Occident et que l'Occident est en train de se décomposer face à ce qu'ils sont en train de dire. Ils ont l'impression de gagner en démographie. Ils sont dans une autre situation. Il faut écouter le dernier discours du président Sisi, qui a adressé une audience de Al-Azhar au Caire et qui leur a dit que la situation actuelle où l'islam a été transformé en un monstre qui est en train de déborder, il faudrait tout simplement une révolution parallèle islamique pour remettre en place, je dirais, un islam beaucoup plus modéré, beaucoup plus spirituel que celui qui est aujourd'hui présenté. Dov Maimon, Jacques Neria, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dror, on se retrouve dans quelques instants. À suivre un nouveau journal. Juste après, nous serons avec le docteur Ziva Bracha, psychiatre, spécialiste des situations de crise. Elle nous donnera des pistes pour mieux comprendre, des conseils aussi pour mieux encadrer ceux qui ont été victimes d'attentats. C'est juste après un nouveau journal. À tout de suite. Sur le plateau du Morning, à présent sur i24 News. Merci à vous de nous être fidèles. Plusieurs attentats, des fusillades, l'horreur de la mort, plusieurs jours de violences qui ont traumatisé les survivants, les proches des victimes et même plus largement la France. C'est donc ce dont on va parler avec vous, Betsabé. Bonjour et merci de nous avoir rejoints. Ziva Bracha, vous êtes psychiatre. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On va essayer ensemble de décrypter, de comprendre ce qui se passe dans la tête des rescapés, dans la tête des proches des victimes et tenter d'essayer de les aider également. Betsabé, on parle donc du traumatisme aujourd'hui. Voilà, alors vous avez lu et entendu comme moi ces témoignages dans la presse de gens qui ont entendu des déflagrations, qui ont vu des enfants courir dans les rues dans tous les sens, de ces habitants même du quartier, notamment après cette attaque porte de Vincennes, comme cette dame, une dame qu'on va écouter tout de suite, qui a été particulièrement choquée, un témoignage parmi d'autres. On connaît très bien les gens qui sont là, quoi. Nous, on fait les courses là tous les jours. Donc, c'est très dur, Voilà, là, il y a eu des habitants qui ont été cachés chez eux, au-dessus du supermarché, avec obligation de rester sur le sol, cloîtrés, sans bouger. Des proches, des clients du supermarché qui savaient qu'ils avaient un frère, une compagne à l'intérieur, cachés à l'intérieur, qui n'avaient pas de nouvelles. Et puis, bien sûr, vous avez les proches des victimes,
de la fusillade de vendredi ou de mercredi à Charlie Hebdo, des chroniqueurs du journal qui ont vu leurs propres collègues abattus, à bout portant, parfois blessés eux-mêmes. On écoute le frère du policier Ahmed Merabet qui a été tué, je vous le rappelle, par un des frères Kouachi. Pour la mort de mon frère, déjà du gâchis, un gâchis total. Ensuite, pour les Kouachi, ça reste vaste. Il y a une chose qui m'aurait fait du bien quand même, c'est de voir leur visage mort. Voilà, alors en cas de traumatisme fort, on parle de troubles post-traumatiques. Alors les personnes sont blessées dans la durée, concrètement plus d'un mois. Des symptômes tels que l'anxiété, la peur, l'incapacité de sortir de chez soi, des troubles du sommeil. Alors chez les adultes notamment, il y a un trouble majeur, c'est ce qu'on appelle la réviviscence. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est qu'un bruit soudain, un nom, une image va vous faire revivre cet événement d'une façon traumatisante, d'une façon brutale. Et puis alors pour les petits, il y a des troubles aussi. Les troubles principaux sont l'anxiété de la séparation et ou les peurs irraisonnées, voire irraisonnables. Alors c'est vrai qu'ensuite on peut parler de la population à une autre échelle, une population qui est choquée, bouleversée. On parle de la France en ce moment. Il y a ce qu'on appelle une identification projective. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, comme des civils ont été tués, eh bien, on prend conscience que ça aurait pu nous arriver à nous aussi, sans compter que la violence a été très, très largement retransmise par les médias et les réseaux sociaux. Alors, une question, Betsabé, puisque c'est ce qu'on entendait, Ziva, avec ce témoignage du frère du policier qui a été tué par les frères Kouachi, voir leur visage mort, voir le visage des terroristes qui ont été tués par les forces de sécurité, ça aide dans ce travail de deuil des familles. Voir le visage, c'est le besoin de voir et fermer un cercle, donner un fin. Par contre, moi, je vais attirer votre attention sur le traumatisme de toutes les populations. Voir les policiers abattus deuxième fois, je crois que c'était le traumatisme de toutes les populations, tous mes amis à qui je parlais, en France comme en Israël, voir la cruauté, voir le manque d'émotion, l'incapacité, la froideur, c'était une des images les plus effrayantes qu'on a pu voir. Plusieurs télés d'ailleurs ont ont mis un nombre sur ces images-là pour ne pas les répéter. Et je crois qu'il faut quand même qu'on mentionne qu'actuellement on est dans l'état de stress aigu. Jusqu'à 4 semaines, et l'état de stress aigu, il y a tous les symptômes que Betsabé a mentionnés, mais il y a quand même notre besoin de se réunir, notre besoin d'être ensemble, notre besoin de faire une action, d'agir dans les choses, agir dans la parole, agir dans la pensée, comme la personne du 11e arrondissement a exprimé ses émotions avec la parole. Et alors, en sorte, j'évite votre question sur le visage, la rancune. On dit en hébreu que c'est le Dieu qui est en charge de Nekama, traduisez-moi. Voilà. Alors, j'évite un peu votre point, votre focalisation sur le visage. Des fois, dans la mort, quand on a une raison, quand on a quelqu'un à qui en vouloir, entre guillemets, alors peut-être que ça peut aider d'une certaine façon le travail de deuil. Peut-être que cette haine-là, elle pousse à travailler sur soi et à se renforcer, à sortir de cette période. Oui. Mais notre rôle, je crois, comme société, comme professionnels, comme les gens du stylo et des paroles, c'est de transcender ces besoins. En France, il n'y a pas la peine de mort. Je crois que c'est une société et c'est notre rôle d'amener nos concitoyens vers ça, de transcender les besoins de voir Donc, la vengeance. Faire parler les proches des victimes et puis parler aussi des victimes, ça aide. Parler de ce qu'elles aimaient, ce qu'elles n'aimaient pas, ce qu'elles faisaient, ça aide à passer cette étape. Exactement. C'est un deuil c'est comme les Shiva, et les gens se réunissent, les gens ont besoin, on amène de nourriture, on fait en sorte que la famille puisse dormir, puisse faire ce qu'elle a besoin de faire dans le quotidien, et on fait parler des scènes. Est-ce qu'on est tous égaux finalement devant le deuil ? Est-ce que ceux qui arrivent à se livrer plus facilement arriveront à faire un travail de deuil plus rapide, plus efficace ? Est-ce que si on est stressé, fatigué dans des situations comme celle-là, ça ne ressemble pas aux situations d'un deuil normal, entre guillemets ? Tout à fait. C'est ça qui est le traumatisme. C'est un événement hors de l'ordinaire et on n'est pas égaux, tout à fait. Et
il y a l'état dans lequel les personnes... il y a ce qu'on appelle résilience aussi. Résilience, on parle aujourd'hui de résilience sociale. Il y a la résilience personnelle, un enfant ou un adulte qui est mieux préparé pour aborder de pertes. Le deuil, c'est une perte, c'est la réaction à une perte. Et il y a des traits de caractère comme des traits de groupe ou des traits de communauté qui nous aident à... Résilience, c'est rebondir d'un état c'est un métal, quand il est plié en deux, il rebondit pour retourner à l'état normal. Et en ça, la religion, finalement, elle aide dans ce travail avec ce que vous mentionniez tout à l'heure. Hein, les Shiva, dans la religion juive, il y a 7 jours et puis après, il y a 30 jours pour gérer, pour temporiser chacune des étapes qu'on traverse. Tout à fait. Et les étapes, c'est la colère, la dépression, les negotiations, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Ensuite, il y a une utopie qui est la acceptance, traduisez-moi, l'acceptation. Il y a 5 stades de deuil. Et actuellement, je crois, les stades premiers, c'est les chocs. Et les chocs, on laisse les gens une semaine. On se permet d'attendre une semaine, le temps de vouloir réagir, aider et donner des conseils ou éventuellement référer à son médecin traitant pour une aide. Je voudrais qu'on parle de cet enfant de 3 ans qui s'est caché dans cette chambre froide de l'hypercachère de Vincennes. Il en est ressorti sain et sauf avec sa maman. Comment un enfant de cet âge perçoit cette situation de grand stress, de grande souffrance? Tout à fait. C'est une question extrêmement importante. Et parce que malheureusement, dans la population générale, j'entends souvent dire, mon grand-père était un bébé à la Shoah, il a rien senti. Le bébé, c'est sang. Le tout nouveau-né sent, et il sent à travers les émotions de sa maman ou son papa ou l'adulte qui est à côté de lui. Anna Freud, en 1945, a montré que dans les London Blitz, les enfants de 4 ans étaient capables d'internaliser le traumatisme et les choses qu'ils sauvegardent, c'est la façon que la maman réagit. Alors, en effet, à 3 ans, plus on est jeune, plus c'est important d'avoir une intervention de prévention précoce. Et je sais qu'à Paris, actuellement, à Hôtel-Dieu, il y a une équipe d'aide psychologique et d'urgence. Et plus l'enfant est jeune, il faut aider les parents et envelopper l'enfant, tenir l'enfant, soutenir l'enfant. Là aussi, il y a l'importance de la parole, de l'explication. Là aussi, on doit mettre des mots sur finalement ce que l'enfant ressent mais ne comprend pas forcément. Exactement. Et je vais dire 3 étapes. Il y a l'émotion, la parole et le comportement. Je crois que c'est très important. Chacun, l'émotion, la parole, le comportement, c'est 3 niveaux de réaction au stress. Et il faut connaître chacun à bien équilibrer ces 3 étapes, 3 niveaux de réaction au stress. Et évidemment, la parole, c'est le plus noble. Hein? Et je conseille souvent que les parents disent aux enfants, aux bébés, oui, maman a peur, oui, maman est triste. Pas dire non, tout va bien, oui, maman est triste. Comme ça, l'enfant apprend à procéder à... Que la tristesse, finalement, c'est un des éléments de notre vie, de notre comportement, et que ça ne doit pas être caché, reflué dans les confins de notre comportement. À travers la parole, comme vous dites. Ziva, je voudrais qu'on voit ces mesures de sécurité qui ont été finalement élevées au maximum en France, hein, notamment devant les lieux cultuels, avec une question qu'on reposera en sortie de sujet. Est-ce que c'est de nature à rassurer ou est-ce que c'est au contraire anxiogène? Regardez. Bernard Cazeneuve dans les rues du quartier juif historique de Paris ce lundi. En visite dans cette synagogue, le ministre de l'Intérieur présente à des responsables religieux plus inquiets que jamais les détails de son plan de sécurisation des sites de la communauté juive. Après la tuerie du supermarché Kasher de vendredi dernier, il en avait annoncé les grandes lignes devant l'école juive de Montrouge, à une centaine de mètres à peine du lieu où une jeune policière municipale avait été tuée jeudi par Amédi Koulibaly. Pour ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, dans ce quartier, des rondes régulières seront faites devant toutes les écoles et les lieux de culte juifs. Il y a aujourd'hui 4700 policiers et gendarmes qui sont mobilisés de façon forte et déterminée. Il y a des militaires qui viendront se joindre à eux. Ce renfort militaire devrait être déployé dans les 48 heures. À ces mesures s'ajoute aussi la nomination d'un préfet entièrement dévoué à la coordination de la sécurité des sites communautaires. Des dispositions aux effets visibles dès ce matin, notamment devant cette école du nord de Paris. Drapeau tricolore entouré d'un ruban noir, l'atmosphère est lourde et le bâtiment est étroitement surveillé par des militaires en faction.
L'objectif, rassurer une communauté ébranlée et lui rappeler concrètement le soutien des autorités. Une décision saluée par beaucoup. Voilà, on vit vraiment dans la crainte et on espère qu'on sera constamment voilà, encadré au sein de nos écoles, de nos institutions, de nos lieux de culte. La protection policière permanente et renforcée a donc pour but de rassurer les familles et de leur permettre de continuer à vivre le plus normalement possible. Une véritable gageure pour ce directeur d'école. Je sais que nous ne sommes pas les seuls établissements, les seuls lieux protégés. Il y a les lieux de culte, les écoles confessionnelles évidemment, je crois les écoles publiques également. Je crois que les organes de presse ont été protégés, les commissariats. J'ai l'impression que ce sont tous les symboles de la République, de la diversité de la République qui sont protégés. Une diversité républicaine que compte bien préserver le gouvernement en protégeant aussi étroitement que possible une communauté particulièrement éprouvée par des attaques antisémites devenues récurrentes ces dernières années. Alors voilà, Betsabé, les médias, les hommes politiques ont insisté, ils l'ont martelé presque pendant toute cette semaine. N'ayez pas peur, est-ce que ça aide ? Ça n'aide pas forcément à surmonter le traumatisme en fait. Pourquoi ? Parce que la peur, elle est utile. Il ne faut pas en avoir honte. Il ne faut pas dire aux gens qu'il faut qu'ils en aient honte. Ça, ce qui aide vraiment, c'est de mettre des mots encore sur cette peur, ce que vous aviez expliqué. Que craignez-vous ? Que ressentez-vous ? Décrypter cette peur qui va permettre de contrôler en fait cette angoisse. Alors c'est anxiogène, Ziva, quand les pouvoirs en place disent n'ayez pas peur, ou c'est au contraire rassurant d'une certaine façon ? Ça dépend des timings où on dit. Quand on est à la guerre ou bien dans une catastrophe, un tremblement de terre, il faut agir. C'est pour ça que j'ai donné les 3 niveaux de réaction, émotionnelle, parole, ou pensée et action. Quand on est au moment où la terre nous tombe, le ciel nous tombe sur la tête, il faut agir. Et là, on a tous les systèmes adrénaline qui fait qu'on agit et physiologiquement, on oublie la peur. On oublie la peur, quelqu'un qui... Alors, à ce moment-là, dans les deux... On se donne 48 heures pour sortir de ces peurs. Mais une fois ces 48 heures passées, et là, dimanche, la marche républicaine, c'était vraiment le symbole de agir, nous sommes ensemble, nous sommes là, c'est l'action qu'il faut. À ce moment-là, après, je dirais, après 48 heures et une petite semaine, à ce moment-là, il faut au contraire, il faut faire le débriefing, il faut parler de son peur, il faut exprimer, il faut même avoir une émotion qui sort à l'extérieur. C'est-à-dire ne pas avoir peur de ses émotions, crier, pleurer, hurler, Exactement. haïr, détester si on en a besoin et si... Et pas dire aux gens n'ayez pas peur. Exactement. Mais c'est le timing qui change l'attitude. Est-ce que toute cette présence policière, ces militaires qu'on voit dans les rues de France, les rues de Paris en particulier, ça c'est fait pour aider à donner un sentiment de sécurité, à vaincre cette peur finalement, ou au contraire ? Ça aide à vaincre. La peur, c'est évident, c'est sûr. Les gens l'expriment, mais je vois tout le temps les gens qui me disent ça. Ça me rassure de voir qu'il y a des gens qui me protègent. Et ça aide, et c'est important de continuer ces mesures. Et aussi bien les paroles de médias. Est-ce que ça aide de voir les images ? Est-ce qu'à force de voir la même image qui vous traumatise de l'avoir 20 fois, ça l'a fait digérer ? Non. Ça c'est clair et net, il faut arrêter. Les enfants, plus ils sont jeunes, enlevez-le des images. Et plus on voit les enfants, c'est comme un cicatrice qu'on n'arrête pas de gratter, excusez-moi, c'est vraiment dermato là. On n'arrête pas d'ouvrir ces blessures, il faut arrêter. Et on a tous besoin d'être collés pendant 4 jours. Les gens étaient collés aux médias parce que l'information, ça nous donne un sentiment de contrôle. On a besoin de sentir ce contrôle. De savoir ce qui se passe. De savoir l'information vis-à-vis de l'impuissance, mais arrêter un peu, réduire la quantité. Et voilà, le message est lancé. Merci beaucoup Ziva Braha d'avoir été avec nous. Betsabé, on vous retrouve dans quelques instants et on parlera de Netanyahou. Sort-il vainqueur ou pas de ce voyage à Paris? A-t-il gagné des points tant sur la scène internationale que d'un point de vue local? On en parle avec Dror Even Sapir dans un instant. À tout de suite.
heure d'actualité qu'on décrypte ensemble sur le plateau du Morning d'I24 News. Merci de nous être fidèles avec moi sur ce plateau. Betsabé Salem, Dran Even Sapir, merci à vous de nous avoir rejoints. Betsabé, on va se concentrer sur la presse internationale à présent. Les tueries de Charlie Hebdo, de la Porte de Vincennes également, qui sont toujours au cœur de l'information, d'autant qu'on cherche encore des détails sur ce qui s'est réellement passé. Exactement. Alors justement, Libération publie aujourd'hui le témoignage d'une personne victime de l'attaque de ce supermarché Cachère. Jean par le quotidien français, un de ses otages raconte l'attaque qui a fait 4 morts. On le rappelle, l'horreur, dit le journal. Il s'agit d'un homme de 37 ans qui, dès les premiers coups de feu, se rue avec sa compagne et d'autres clients vers la réserve qui donne sur une chambre froide, donc sous le magasin, où ils sont là une dizaine, dont des femmes et un enfant. Sauf qu'après quelques minutes, une employée du magasin arrive et prévient, s'il ne remonte pas, ce gars armé tuera tout le monde. Alors, quelques-uns remontent. Après un nouveau laps de temps, de nouvelles détonations, et là, notre témoin voit un jeune homme à terre. Il se rend compte alors que 3 autres personnes ont été abattues. Je cite, l'une d'entre elles était encore en train de suffoquer. Koulibaly nous a demandé, est-ce que vous voulez que je l'achève? On a répondu que non. Alors, il n'a rien fait. Au bout d'une demi-heure, la personne n'a plus fait de bruit. Quant à nous, nous étions 17 dans le magasin, plus les quelques personnes qui étaient restées en bas. Alors, c'est une atmosphère d'angoisse qui était décrite par ce témoignage, même s'il raconte aussi, on était presque relax, qu'en fait, Koulibaly ne les surveillait pas de près, forcément. Koulibaly qui a expliqué de son côté à ses otages qu'il agissait au nom de l'État islamique. Alors, dans un autre quotidien, Le Monde, cette fois, c'est le témoignage de Koulibaly, justement, que d'une certaine façon, on peut observer un coup d'éclat, dit le journal, qui nous date de l'hiver 2008. Qu'est-ce que c'est alors qu'il était incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis pour des faits de braquage, il avait filmé en cachette avec d'autres détenus le quotidien au sein de cette prison. Une vidéo qui avait fait alors grand bruit au point qu'elle avait même contribué à relancer le débat sur les conditions de vie carcérales. Voilà. Alors, je crois justement qu'à ce propos, sur le plan sécuritaire, la France a décidé de mettre en place certaines mesures et de mettre le paquet. Elle met le paquet, c'est le moins qu'on puisse dire. 10 000 militaires, pas moins mobilisés pour la sécurité intérieure. Regardez notamment le Figaro ce matin. À un tel niveau, l'initiative est inédite, écrit le journal. Alors l'idée est sécuriser les points sensibles du territoire, et ce dès ce mardi soir, dès ce soir. Alors quels sont ces points sensibles? Le ministre de la Défense a jugé préférable de ne pas les identifier. On comprend pourquoi, tandis que les écoles et lieux de culte juifs ont déjà été placés sous protection. Alors pendant ce temps, Nathalie, on relève en France plus d'une 50aine d'actes anti-musulmans depuis l'attentat à Charlie Hebdo. Des chiffres qui nous viennent du Conseil français du culte musulman. Concrètement, plus de 20 actions comme des tirs, des grenades lancées, 33 menaces, des lettres, des insultes et j'en passe. À noter que ce décompte ne concerne pas Paris et sa petite couronne. Alors, vu de l'étranger, la France montre... C'est-à-dire ça concerne uniquement la province? Exactement, tout sauf Paris. Donc on imagine que ce chiffre s'élève bien au-delà. Alors, vu de l'étranger, cette sécurité ressemble à une France qui montre ses muscles. C'est une formule qui a été employée par le New York Times, dont vous voyez cet article. Une protection qui ne concerne pas forcément ces sites, comme la Tour Eiffel qu'on peut voir en illustration, mais qui consiste aussi dans le renforcement de la surveillance électronique ou encore dans la prévention du recrutement dans les prisons, dont on sait qu'il est extrêmement important et dangereux. Et dans la recherche active, notamment des suspects, dont certains sont toujours en fuite. On parle de certaines personnes qui auraient collaboré à ces attaques. Exactement. Alors Koulibaly aurait probablement des complices. Le Premier ministre français l'a lui-même affirmé à plusieurs médias interviewés, d'autant que dimanche, une vidéo posthume dans laquelle Amédi Koulibaly revendique l'attentat de Montrouge a été diffusée sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui a été montée après les attentats, puisque l'attaque de la Porte de Vincennes, dans laquelle il est décédé, y est mentionnée. Et tandis que cette enquête avance, on sait que les liens entre les frères Kouachi, responsables de l'attaque de Charlie Hebdo, et Koulibaly étaient étroits. D'ailleurs, CNN aux États-Unis ne se prive pas de souligner que la France connaissait depuis 1 an des détails alarmants, je cite, sur les terroristes. Et voilà, ça laisse songeur. Dernier point à présent de cette revue de presse, et c'est peut-être le point le plus optimiste de cette
revue de presse, cet hommage, le nouveau numéro de Charlie Hebdo qui sortira demain, publié à 3 millions d'exemplaires. Et voilà, c'était promis, ce sera fait. Voilà, alors dans cette France blindée, c'est le mot utilisé par la Stampa en Italie, Charlie va publier de nouvelles caricatures de Mahomet. La Stampa en Italie, comme d'autres journaux au-delà des frontières de la France, met plein pot aujourd'hui sur ces attentats parisiens. Ce sera la couverture du prochain numéro de Charlie Hebdo, vous le voyez. C'est publié aussi par Le Parisien et bien d'autres journaux. Un Charlie en deuil, donc, et un Mahomet qui est en deuil lui aussi, finalement, puisqu'il a cette pancarte, lui aussi, je suis Charlie, en espérant que ça fera quelque chose. Ça a été publié largement en Dror par les médias israéliens également, vous nous l'aviez dit ce matin. Cette une à attendre donc pour demain. Merci Betsabé. On va parler à présent de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien qui s'est recueilli hier devant l'hypermarché cachère de la porte de Vincennes à la mémoire donc des 4 victimes. Je vous propose de regarder, on en reparle après. Une visite éclair, sous haute protection. En début d'après-midi, le Premier ministre israélien est venu se recueillir devant l'hypercachère de la porte de Vincennes, à la mémoire des 4 victimes. Accueilli avec des drapeaux israéliens au son de chansons en hébreu, mais également de la Marseillaise. Benjamin Netanyahou a ensuite déposé une bougie à terre, avant de s'exprimer aux télévisions israéliennes présentes sur les lieux. Il existe un lien direct entre les attaques de l'islam radical perpétrées dans le monde et celle qui vient d'être perpétrée ici en plein cœur de Paris. J'attends de tous les dirigeants du monde qui ont défilé ensemble hier dans les rues de Paris qu'ils combattent le terrorisme pour ce qu'il est. Même lorsqu'il est dirigé contre Israël et contre les Juifs. Pour ce qui me concerne, je ferai toujours en sorte qu'Israël soit toujours en première ligne en ce qui concerne sa sécurité et son avenir. Une courte visite de 10 petites minutes qui, pour cette Française de confession juive, fait chaud au cœur. Il fallait qu'il soit là, parce que nous avons besoin de lui, nous les Juifs de France. Et c'est un homme qui est très énergique, donc tout à fait heureux de l'avoir vu. Pourtant, interrogée sur la possibilité d'un départ vers Israël, cette citoyenne française n'a pas l'air d'être pressée de faire ses valises. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je suis déjà partie d'Algérie, je ne vais pas encore recommencer maintenant. Et la France est mon pays, j'aime la France. Voilà. Alors voilà, on le sentait, Dror, l'émotion au sein de cette communauté juive de France et la visite finalement de Benjamin Netanyahou qui a suscité une polémique assez importante. Alors, elle a suscité une polémique, on l'a vu tout à l'heure lorsque j'ai présenté la revue de la presse à l'ouverture du Morning, une polémique plutôt dans les médias, davantage en fait dans les médias que dans la classe politique. Parce que, à ma connaissance en tout cas, il y a un seul homme politique qui a critiqué ouvertement l'attitude de Benjamin Netanyahou. Il s'agit de l'ancien ministre des Finances et chef du parti centriste Yesh Atid, Yair Lapid, qui a déclaré que Benjamin Netanyahou à Paris s'est comporté comme un Israélien malpoli en jouant des coudes pour, vous savez, se placer au premier rang des chefs d'État et de gouvernement qui défilaient contre le terrorisme à Paris. Et d'ailleurs, au premier rang, il y avait également Mahmoud Abbas, il ne faut pas l'oublier. Mais à part lui, les principaux adversaires de Benjamin Netanyahou, par exemple les leaders de la liste unitaire du centre-gauche, Parti travailliste et Atnoua, Yitzhak Herzog, Tzipi Livni, on ne les a pas entendus sur cette question. Pourquoi ? Parce que c'est une question. Est-ce qu'ils ont fait front derrière Netanyahou, un peu comme en temps de guerre finalement ? Il est très délicat pour un homme politique israélien, même opposé à Benjamin Netanyahou, de s'en prendre au Premier ministre israélien dans ce genre de contexte, dans ce genre de circonstances. C'est ce qui s'est passé en France aussi. Marcosi a soutenu complètement François Hollande, et je pense que c'est le même principe. C'est à peu près le même principe. Alors là, c'est différent parce que ça s'est pas passé sur le sol israélien. C'est une affaire également française et avant tout française. Mais en se rendant en France, Benjamin Netanyahou, semble-t-il, pour la grande majorité des Israéliens, considère qu'il était normal que le Premier ministre israélien se rende en France, d'une part pour manifester aux côtés des autres grands de ce monde contre le terrorisme, et d'autre part pour rappeler à une communauté juive une fois de plus meurtrie, qu'Israël est à ses côtés. Alors on a vu tout à l'heure que pour une certaine presse, c'était diversement apprécié, mais en tout cas dans la classe politique,
il semblerait que ça fasse consensus. Alors justement, est-ce que c'était normal ou pas que Benyamin Netanyahou y soit? Pas forcément justifié, en tout cas sur le plan sécuritaire, si on en croit les Français. Alors manifestement, Netanyahou n'avait pas été invité à l'origine. Voilà, alors, justement. Il y a aussi cette polémique-là. Il y a une polémique. Est-ce que, effectivement, ce que certains médias israéliens ont rapporté hier, à savoir les médias israéliens, en l'occurrence, c'est le Haaretz, dont on sait qu'il a très peu de sympathie pour Netanyahou, et la chaîne de télévision numéro 2, Arutz 2, eh bien, ces deux médias ont rapporté, en citant une source haut placée en Israël, que les Français avaient demandé tout à fait clairement à Benyamin Netanyahou de ne pas venir à Paris. Pourquoi? Parce que François Hollande et les autres dirigeants français voulaient absolument éviter que ce grand rassemblement unitaire contre le terrorisme, à la fois des dirigeants et du peuple français, eh bien, ils voulaient éviter que le message de ce rassemblement soit un petit peu dévié de sa signification originelle et que la présence... Et qui est finalement une exportation du conflit israélo-palestinien, comme on le sait que c'est souvent le cas en France. Tout à fait, Nathalie. Que la présence de Benyamin Netanyahou et de Mahmoud Abbas, d'ailleurs. Mahmoud Abbas, qui lui aussi, originellement, ne devait pas venir à Paris. Eh bien, les dirigeants français craignaient que la présence de Netanyahou et d'Abbas allait faire dévier un petit peu le message originaire, l'entacher, le déformer, et que la greffe du conflit israélo-palestinien sur le message unitaire de lutte contre le terrorisme n'allait pas prendre. C'est ce qu'on craignait à l'Élysée, c'est ce que les dirigeants français craignaient, et c'est ce qui a été dit. Encore une fois, selon les médias israéliens que j'ai cités tout à l'heure, c'est ce qui a été dit très clairement aux responsables israéliens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous vous souvenez peut-être, mais dans un premier temps, samedi soir, eh bien, c'était Avigdor Lieberman qui était censé y aller. Les messages, et il est venu, et les messages que nous, journalistes, avons reçus dans un premier temps samedi soir, c'était que Benyamin Netanyahou n'allait pas venir pour des raisons de sécurité, parce que c'est un véritable casse-tête sécuritaire. Lorsqu'un Premier ministre israélien se déplace, il y a plus forte raison dans ce genre de circonstances. Par la suite, on a appris donc qu'Avigdor Lieberman, chef de la diplomatie israélienne, donc qui était tout à fait bien placé pour faire le déplacement, allait se rendre à Paris, et aussi Naftali Bennett. Naftali Bennett, pourquoi? Parce qu'il est ministre de l'économie, mais il est également ministre, et on sait moins, des relations avec les communautés juives de diaspora. Alors justement, écoutez ce qu'il disait hier concernant la venue des Juifs de France éventuelle en Israël. Écoutez-le. Jews can live anywhere they desire. Les Juifs peuvent vivre où ils le souhaitent, en France, en Israël ou ailleurs dans le monde. L'État d'Israël se voit comme responsable de leur sécurité, où qu'ils vivent. Mais ils doivent savoir que s'ils désirent faire leur alia, nous les accueillerons à bras ouverts. Tous les Juifs du monde. Et donc, chaque Juif désireux de venir en Israël, nous l'accueillerons. Voilà, nous accueillerons chaque juif désireux de venir en Israël. Ok, donc je reviens sur mon récit de ce qui s'est passé samedi soir. Lieberman et Bennett ont annoncé qu'ils allaient à Paris. Et là, retournement de situation, on a appris que finalement Benyamin Netanyahou lui-même allait également faire le déplacement. Pourquoi? On est à moins de 60 jours maintenant des élections du 17 mars prochain. Semble-t-il que Netanyahou considérait qu'il ne pouvait pas laisser le champ libre à M. Bennett qu'on vient de voir et à M. Lieberman dont on a parlé également, parce que Lieberman et Bennett, c'est pas seulement deux ministres du gouvernement Netanyahou, ce sont aussi et surtout dans les conditions actuelles de chefs de parti en campagne. Naftali Bennett à la tête du Parti national religieux, les foyers juifs, et Avigdor Lieberman à la tête de son propre parti. Donc en gros, et sans cynisme drôle, Netanyahou est parti faire campagne à Paris. C'est difficile de dire ça, mais on ne peut pas faire l'économie de ce genre de considération lorsqu'on est en campagne électorale, et Benyamin Netanyahou n'a pas pu faire l'économie de ce genre de considération. Alors, il est évident que sa visite a fait du bien à une communauté juive, encore une fois, meurtrie, et qui avait besoin de sentir qu'Israël la soutenait dans ces moments difficiles. Il est évident aussi que le message qui a été délivré par Benyamin Netanyahou a été dans un premier temps très mal perçu par les dirigeants français lorsqu'il a invité en fait les Juifs de France à se rendre en Israël. Il a rectifié le tir par la suite en disant, comme Bennett vient de le faire, que ceux des Juifs français qui désiraient vivre en Israël, s'installer en Israël, allaient être accueillis dans les meilleures conditions possibles. Donc le message a été soigneusement choisi. Mais je reviens sur les révélations de certains médias israéliens. Lorsque les dirigeants français ont appris que finalement Benyamin Netanyahou allait venir, eh bien ils se sont empressés d'inviter Mahmoud Abbas, parce qu'ils
qu'il ne pouvait pas faire en sorte que seul Netanyahou soit là et que Abbas ne soit pas là. Et d'après, encore une fois, les révélations de ces médias, les responsables français, surtout il s'agit principalement du conseiller de François Hollande en matière de sécurité nationale, il aurait dit à son homologue israélien, après avoir appris que Benjamin Netanyahou allait faire le déplacement, que ce retournement de situation aurait des conséquences négatives sur les relations bilatérales entre la France et Israël. En un mot, très rapidement, Dror, est-ce que cette vague d'attentats en France, elle a une influence sur la campagne électorale israélienne, c'est-à-dire placer plus le sécuritaire au devant de la campagne que le social? Bien évidemment, et c'est ce que recherche Benjamin Netanyahou. Il est évident, on l'a dit et répété à plusieurs reprises, que la gauche tente, le centre-gauche tente de placer le curseur sur les questions économiques et sociales, la droite Benjamin Netanyahou sur les questions sécuritaires et diplomatiques. Il est beaucoup plus à l'aise dans ce domaine et il sait que les Israéliens penchent beaucoup plus à droite dans les questions diplomatiques et sécuritaires que pour les questions économiques et sociales. Merci beaucoup, Dror, d'avoir été avec nous. Un nouveau journal dans quelques instants. Retour sur le plateau du Morning pour la dernière partie de votre édition avec moi Rudy Saada. Bonjour Rudy, bonjour. Merci d'être avec nous. On parlera dans quelques instants de la revue du web, mais on va se rendre pour l'heure au Nigeria, ou en tout cas on va en parler puisque cela a été quelque peu éclipsé de l'actualité, mais c'est une atrocité dont il faut bien évidemment également parler. Finalement, tout est lié. Le Nigeria a également vécu une semaine sanglante. La dernière attaque de Boko Haram a fait 2000 morts. L'armée nigériane a appelé à une coopération internationale face à ce groupe islamiste après donc cette vague offensive dans le nord-est du pays. On en parle avec Louis Kemayou. Bonjour, vous êtes président du club de la presse africaine en France. Merci à Paris. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Alors, c'est l'attaque la plus meurtrière de Boko Haram en 5 années d'insurrection. Le bilan, il est plus qu'imminent, mais on est quand même dans une phase qui Louis, la liaison est manifestement très mauvaise. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On va essayer à nouveau de voir si la connexion marche donc depuis Paris et reparler de cette violente attaque particulièrement sanglante dont le bilan n'est pas encore définitif. Non. Voilà, on ne vous entend pas, Louis. On retournera probablement vers vous en cours d'édition, je l'espère en tout cas, pour parler de ce fait et de cette attaque particulièrement sanglante. Rudy, on se retrouve et on passe donc ensemble à la revue du web. On parle ce matin du piratage des comptes Twitter et YouTube du commandement militaire américain au Moyen-Orient. Oui, ça a duré à peu près 30 minutes. Les comptes Twitter et YouTube du CENTCOM, c'est le commandement militaire américain, vous l'avez dit, au Moyen-Orient, ont été piratés par des activistes réclamant de Daesh. Alors au lieu du contenu habituel, les internautes ont vu, on va le voir, une image très claire du genre, avec des messages du genre l'État islamique est déjà là, nous sommes dans vos ordinateurs, dans chaque base militaire américaine. On ne peut plus clair donc. Alors ce piratage, c'est un danger, ça représente un danger pour les États-Unis, ça révèle une faille aussi peut-être? Pas forcément. En fait, on sait que l'État islamique a dans ses rangs des pirates informatiques de bon niveau, mais cette attaque n'est finalement qu'une blague. En tout cas, c'est ce que dit Stephen Warren, c'est un porte-parole du Pentagone, et c'est vrai que déjà il faut comprendre que c'est une attaque qui concerne non pas les sites de l'armée américaine, mais tout simplement les comptes Twitter et Facebook. Donc ce n'est pas l'armée américaine qui a été piratée. Donc ça déjà il faut le comprendre, et c'est finalement assez facile à faire de pirater un compte Twitter ou un compte, c'est simplement rentrer des mots de passe tout simplement. Alors mais voulant marquer le coup, les pirates ont publié des documents qui ont en plus l'apparence de documents
officiels, mais qui ne le sont pas du tout, comme par exemple, vous le voyez, cette liste d'adresses des adresses personnelles d'officiers américains. Ça a la saveur en fait de documents officiels, mais ça ne l'est pas du tout. Et puis les documents ressemblent en plus à des copies d'écran d'autres sites internet. Donc finalement, c'est vraiment une blague de très très bas niveau, en tout cas un piratage de bas niveau. Au final, ce qui est revendiqué par Daesh comme une déclaration de guerre n'est finalement qu'un piratage vraiment de lycéens. Aucune information confidentielle n'est publiée ou atteinte. Et puis dernière chose, on ne sait pas encore d'où vient le piratage, puisque les troupes de Daesh en Syrie et en Irak ou d'un autre endroit dans le monde, ça n'a pas été revendiqué. Reste à savoir si on continuera à entendre parler de ce groupe qui s'appelle le cybercalifat dans le futur. Voilà, c'est le nom que se sont donnés les pirates. Alors il y a ça d'un côté, et puis il y a un autre groupe dont on entend beaucoup parler, et forcément, c'est bien évidemment Anonymous qui continue à faire tomber des sites djihadistes après l'attentat de Charlie Hebdo. Peu après l'attentat Anonymous, l'attentat de Charlie Hebdo, mercredi, le collectif international de hackers, sa version française, a lancé un message très clair. Ils vont désormais mener une cyberguerre contre tous les sites djihadistes. Alors regardez un extrait de cette déclaration qui a été postée il y a déjà 3 jours. Anonymous se doit de rappeler à chaque citoyen que la liberté de la presse est un principe fondamental de toute démocratie. C'est notre responsabilité à tous de la défendre. Nous nous sommes toujours battus pour la liberté d'expression. Nous ne renoncerons pas. Attaquer la liberté d'expression, c'est attaquer Anonymous. Nous ne le permettons pas. Toutes entreprises et organisations en lien avec ces attaques terroristes doivent s'attendre à une réaction massive d'Anonymous. Nous vous traquons, nous vous trouverons et nous ne lâcherons rien. C'est un peu étrange. C'est le style Anonymous. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors depuis, je disais hier, la première action de ce groupe, de cette OP Anonymous, ça a été de publier une liste de comptes d'utilisateurs qui faisaient l'apologie du djihad ou de ces attentats. Ça a été fait. Le but, c'était d'inviter les autres internautes à signaler donc ces comptes pour pouvoir en obtenir la suspension le plus rapidement possible. Et force est de constater que cela a marché. Ces comptes sont bel et bien aujourd'hui tous suspendus. Et puis la deuxième phase, la plus technique, c'est la plus sérieuse, c'est de faire tomber les sites djihadistes un à un de par le monde. Et comme vous le voyez justement sur ce tweet, les sites tombent comme ce site Ansar al-Haq qui est connu pour son prosélytisme djihadiste. Alors pour éviter de cibler des sites non djihadistes, les Anonymous qui sont à la base francophones, c'est un mouvement mondial, ils ont fait appel à leurs collègues des Anonymous arabophones pour faciliter l'identification de ces sites et le contenu de ces sites, évidemment en majorité en arabe, et donc et aussi c'est pour éviter les bourdes. Alors voilà, vous parlez de bourdes parce que justement il y a une espèce de conflit d'intérêts, si j'ose dire là, puisque ces sites djihadistes, cette toile djihadiste, c'était une source d'information, une source de renseignement qui était particulièrement importante et fiable pour les membres et les pays membres de la coalition. Alors c'est vrai, on en a parlé sur ce plateau, les sites internet djihadistes tout entiers, toute cette nébuleuse, c'est une mine d'informations pour les services de renseignement, mais il faut déjà dire, et je l'avais dit ici, que ces sites renaissent très vite. Ils existent en 2 ou 3 exemplaires, c'est ce qu'on appelle des sites miroirs. En cas de piratage, le même site va renaître ailleurs, et donc le site existe en 2-3 exemplaires. Donc finalement, la vraie communication djihadiste, elle se passe dans ce qu'on appelle le dark web, le web sombre. Ce sont des petits forums IRC, des forums sombres, difficiles d'accès, et c'est là entre les gouttes finalement. Voilà, mais c'est là que se fait la communication, la vraie communication djihadiste, et ce ne sont pas ces sites qui sont finalement des vitrines d'endoctrinement et qui renaissent très facilement. Donc en fait, c'est plus une opération médiatique qu'une véritable cyberguerre à laquelle on assiste. On a compris. Merci Rudy. On termine avec un petit sourire. Oui, on va essayer, difficile ce matin, de ne pas parler du Tumblr qui fait l'événement « Je suis Nicolas ». Alors vous le savez, il y avait une 50aine de chefs d'État dans le rassemblement de dimanche. Et en tête, il n'y avait donc que des chefs d'État au premier rang. Mais aussi, il y avait Nicolas Sarkozy, ancien président de l'UMP, qui, il faut le dire, s'est un petit peu incrusté au premier rang. Parfois, on l'a vu plusieurs fois. C'est pas grave, parce que Dror nous disait tout à l'heure qu'il y a Benjamin Netanyahou aussi qui s'est incrusté. Donc c'est pas grave. Oui, mais là justement il s'est incrusté avec son garde du corps pour pouvoir passer au premier rang, pour être sur la photo. Alors cela a inspiré Je suis Nico, un jeu qui consiste en fait à mettre l'ancien président français tout simplement partout un peu dans l'histoire, en fait pas à le mettre mais tout simplement à l'incruster. On va regarder, on le voit là, on va le voir à la Libération de Paris. Alors vous le voyez à côté du général de Gaulle en train de s'incruster tranquillement, ou encore en 1980
89. On va voir la prochaine image lors de la chute du... Ah non, on ne sait pas ça, mais c'est pas grave. On le voit aussi incrusté, voilà, qui montre le bout de sa tête à la chute du mur de Berlin. Et puis plus récemment dans l'histoire encore, à côté de Zinedine Zidane en train de brandir la Coupe du Monde en 1998. Regardez, il est entre Lizarazu et Zidane. Donc voilà, les internautes s'amusent à ça après une semaine extrêmement difficile. Et oui, on l'a dit, le rire, ça fait du bien. Merci Rudy d'avoir été avec nous ce matin. Alors on va tenter de rétablir la connexion avec Louis Kemaïou, le président du club de la presse africaine à Paris. Louis, vous m'entendez ? Oui, bonjour. Bonjour, on vous entend également. Alors, on reparle de cette attaque de Boko Haram au Nigeria, la plus meurtrière de ces 5 ans d'insurrection. Oui, le fait est que le Nigeria est entré dans la dernière ligne droite avant l'élection présidentielle de la mi-février. Et c'est le candidat en face de Goodluck Jonathan, qui est un musulman du Nord, a promis de faire de Boko Haram, de la lutte contre Boko Haram, sa priorité. Et il était important de réagir à cela. Il faut se rappeler qu'à plusieurs reprises, ils ont indiqué que pour eux, Goodluck Jonathan n'est pas le président du Nigeria et qu'il n'aurait jamais dû postuler au mandat qu'il est en train de terminer parce que les accords qui faisaient qu'il était le vice-président et qu'il devait se retirer après l'élection, pour eux devaient tenir et donc il est illégitime et n'est pas considéré comme le président. Et si le futur président éventuel, Mohamed Bouhari, qui est un ancien général, qui est un ancien président également, fait aussi de la lutte contre Boko Haram sa priorité, il est important qu'ils montrent qu'ils ont encore une capacité de nuisance réelle et cette explosion en est la manifestation concrète. Alors, Goodluck Jonathan, on en a beaucoup parlé au cours de ces derniers mois d'insurrection de Boko Haram, d'attentats terroristes de Boko Haram. Et vous l'avez répété, il n'a pas forcément répondu aux espoirs de la population et aux attentes de la population nigériane. Vous pensez que ça peut changer dans les mois à venir avec cette nouvelle élection ? Avec les élections, il ne faudra probablement rien attendre parce que déjà pour lui, c'est une zone qui ne fait plus partie de l'action gouvernementale. C'est une zone qu'il a pratiquement abandonnée, que ce soit par rapport aux filles enlevées. La campagne Bring Back Our Girls n'a pas eu un effet sur lui, un mobilisateur. Quant à la lutte contre Boko Haram, on voit que le corps de l'armée nigériane est très corrompu du point de vue de son action, ce qui fait qu'elle n'agit pas beaucoup. La base de Baga, toujours dans le nord du Nigeria, qui devait servir de point commun à tous les pays autour du lac Tchad qui se battent contre Boko Haram, n'est pas aujourd'hui utilisée par les autres pays parce que la coopération avec le Nigeria est difficile. La coopération est également difficile de la part des Américains et des Anglais qui ont dû plier bagage parce que la coopération avec l'armée ne tenait pas la route. Et donc aujourd'hui, le Nigeria est seul et l'armée nigérienne n'est pas assez efficace. Je ne pense pas qu'il y aura un sursaut dans les prochaines semaines. Alors justement, on voit ce constat que vous dressez assez pessimiste, particulièrement sombre. Est-ce qu'on peut espérer que le continent africain, le Cameroun en particulier, décide de lutter derrière le Nigeria, avec le Nigeria ? Dans le cas du Cameroun, c'est assez difficile parce que le conflit frontalier auquel on mis terme des résolutions internationales a laissé des séquelles très importantes dans la coopération entre les deux pays. Donc, ils ne s'échangent pas des informations de ce point de vue-là. Il y a peut-être des échanges de prisonniers, mais c'est l'élément le plus commun qu'on peut avoir, le plus petit dénominateur commun entre les deux pays. Mais dans une action concertée, il ne se passe absolument rien. Aujourd'hui, le Cameroun essaie de rendre sa frontière étanche. Le Niger fait la même chose et le Tchad est pratiquement dans la même dynamique. Donc, chacun essaie de contenir Boko Haram pour qu'il ne déborde pas au-delà de ses frontières et le Nigeria qui ne fait rien pour l'empêcher de nuire à l'intérieur du Nigeria même, laisse prospérer le mal en quelque sorte dans la zone. Cette stratégie de containment and de repli sur soi qui est particulièrement dangereuse pour le Nigeria. Merci beaucoup Louis Kemaïou pour ces explications et ce témoignage donc en direct de Paris.
On va à présent se rendre à Givat Shaoul. On y rejoint notre envoyé spécial sur place, Maxime Pérez. Maxime, bonjour. Alors vous vous trouvez au sein de ce cimetière où d'ici 2 heures environ auront lieu les funérailles des 4 juifs tués au cours de la fusillade de la porte de Vincennes. Des funérailles qu'on sait sous tension et sous haute sécurité, avec la présence de Reuven Rivlin, le président de l'État d'Israël, et de Benjamin Netanyahou et d'autres personnalités et représentants du pouvoir politique israélien. Oui, les autorités israéliennes ont voulu un hommage national, un hommage du peuple d'Israël et de l'État israélien à ces 4 victimes de l'attentat de porte de Vincennes vendredi. Et évidemment, le dispositif de sécurité à la hauteur de l'événement, avec depuis ce matin un imposant déploiement de gardes-frontières, de policiers, de tireurs d'élite et évidemment du Shabak, la garde protégée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui, comme le président de l'État Reuven Rivlin, prendra la parole tout à l'heure à la toute fin de la cérémonie. Beaucoup de monde attendu, beaucoup d'anonymes, de membres de la communauté francophone qui sont évidemment bouleversés, qui partagent la douleur des victimes de la communauté juive de France. Les dépouilles, elles, des 4 victimes devraient arriver un peu avant midi ici au cimetière de Givat Shaoul à l'entrée de Jérusalem. Il y a déjà beaucoup de bouchons ici à l'entrée de la capitale israélienne. Alors voilà, c'est ça. Parlons, Maxime, de cette mobilisation de gens israéliens, français, francophones d'Israël qui sont venus et qui vont venir à ces funérailles en masse pour témoigner de leur soutien à ces 4 familles. Oui, la communauté francophone d'Israël, qu'on sait très nombreuse, qui évidemment est solidaire de la communauté juive de France, puisque pour la plupart, eh bien, ces membres de la communauté francophone ont encore de la famille dans les grandes villes de l'Hexagone. Il y a évidemment aussi ce sentiment de solidarité dû au fait que la communauté juive de France se pose beaucoup de questions, notamment celle d'immigrer ou pas en Israël. Il y a une volonté, bien sûr, de les rassurer, de montrer que, ici, comme l'a dit le Premier ministre Benjamin Netanyahou il y a quelques jours, Israël, c'est aussi leur maison, et on peut supposer que la communauté francophone d'Israël a, elle aussi, voulu s'associer à cet hommage que le gouvernement israélien s'apprête à rendre aux 4 victimes de l'attentat. Merci beaucoup, Maxime Pérez, en direct donc de Givat Shaoul, où Ségolène Royal, la ministre française de l'écologie, sera également présente à midi. Rendez-vous sur cette antenne avec Daniel Goldmins pour suivre donc en direct les funérailles de Yohan Cohen, Yoav Attab, Philippe Braham et François Michel Saada. Une pensée toute particulière pour notre petite Émilie qui dira un dernier au revoir à son papa. Excellente journée.